C'est l'automne 1942. Imaginez un instant une fin d'automne glaciale humide et pénétrante dans les environs de Leningrad. Vous êtes Hans, un grenadier allemand, un vétéran aguerri qui a marché à travers la Pologne et la France. Mais ici, ce n'est pas la campagne française. Vous êtes assis dans un bunker, une casemate en béton armé, que votre propagande et vos ingénieurs qualifient d'imprenable. Autour de vous s'étend un véritable labyrinthe. D'autres bunkers identiques, des tranchées à hauteur d'homme, des champs de mines et des rangées de barbelés qui s'étirent à l'infini. C'est le rempart du Nord. Pour un Français, cela pourrait évoquer le mur de l'Atlantique. Mais imaginez une concentration encore plus dense, une muraille contre laquelle, vous dit-on, toutes les attaques russes viendront se briser comme des vagues sur une falaise. Vous regardez par l'étroite embrasure vers le champ gris et sans vie. Vous fumez une cigarette bon marché. Et paradoxalement, vous vous sentez en sécurité. Votre bunker est votre petit château fort. Des murs d'1,50 m de béton, armés et d'acier. À l'intérieur, il fait sec, et pour le front de l'Est, c'est presque douillet. Vous avez votre fidèle mitrailleuse MG34, des caisses de munitions, et cette certitude absolue, rien ne peut vous déloger d'ici. Vous avez entendu les histoires sur les attaques russes. On dit qu'ils arrivent par vagues, se jetant de manière irrationnelle directement sur les mitrailleuses. Ils meurent par milliers. C'est horrible, n'est-ce pas? Mais pour vous, cela ne fait que confirmer votre supériorité. Ils ont la masse humaine. Vous avez l'acier, le béton et la tactique. Vous avez vu les obus des canons de campagne russes érafler à peine votre béton. Vous avez ri quand leurs chars, les petites 26 agiles, venaient s'empaler impuissants sur vos fortifications avant d'être mis en pièces par vos canons anti-chars. Vous savez que bientôt les Russes vont revenir. Ils reviennent toujours. Mais vous êtes prêts. Votre mitrailleuse est huilée, les bandes sont chargées. Vous et vos camarades êtes les briques de cette grande muraille qui a coupé Leningrad du reste du monde pour l'éternité. Mais, et si tout ce en quoi vous croyez était un mensonge, et si là, bas derrière le voile gris du brouillard, les Russes préparaient quelque chose qui ne se contenterait pas de percer votre mur, mais qui le réduirait en poussière, et si en ce moment précis, une arme sortait de sa position de départ, une arme créée non pas pour combattre des chars ou de l'infanterie, mais spécifiquement pour anéantir des soldats comme vous, trop confiants dans leur armure de béton. Vous écrasez votre cigarette contre le mur et vérifiez une dernière fois la culasse. Au loin, un grondement sourd se fait entendre. D'abord, vous pensez à l'artillerie. C'est le bruit habituel de la guerre. Mais non, ce grondement est différent. Il est bas, vibrant, guttural. On dirait que la terre elle-même gémit sous le poids de quelque chose d'inimaginablement lourd. Le bruit se rapproche. Et vous ne savez pas encore que votre confiance, votre château de béton, et peut être votre vie, vivent leurs dernières minutes. Car surgissant du brouillard, tel un jugement dernier d'acier, le KV-2 avance vers vous. Faisons un pas en arrière dans le temps pour comprendre comment les Allemands ont construit cette forteresse sous Leningrad. Le rempart du Nord, ce n'était pas juste un nom ronflant pour les tracts de propagande. C'était l'un des systèmes défensifs les plus puissants et les plus sophistiqués de toute la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les troupes allemandes du groupe d'armées Nord ont atteint Leningrad en septembre 1941 et refermé l'anneau du blocus, elles ont compris une chose cruciale. Prendre la ville d'assaut serait une entreprise suicidaire et sanglante, un Verdun urbain. Il était bien plus simple et efficace de l'affamer. Mais pour cela, il fallait construire une ligne de défense que les troupes soviétiques ne pourraient briser sous aucun prétexte. Et les Allemands, avec leur méticulosité légendaire et leur génie du génie civil, se sont mis au travail avec une ampleur terrifiante. La base de tout, c'était les points de feu en bois-terre et en béton armé, ce que nous appelons communément des blockhaus. Ils n'étaient pas posés au hasard. Chaque bunker était un rouage d'une machine unique. Il couvrait les approches de son voisin, créant des zones de feu croisées infranchissables. Si vous essayiez d'attaquer un bunker, vous étiez immédiatement fauché par les deux autres situés sur les flancs. Entre ces îlots de béton couraient des kilomètres de tranchées profondes, permettant à l'infanterie de se déplacer en toute sécurité. Devant la première ligne, des rangées de barbelés souvent montés sur des piquets métalliques impossibles à cisailler. Et devant les barbelés, la mort invisible des champs de mines continue. Mines antipersonnelles, mines anti-chars. La terre était littéralement farcie d'explosifs. Les Allemands utilisaient chaque repli du terrain. La moindre colline, la moindre hauteur, devenait un point d'appui fortifié.
Les hauteurs de Signavino, par exemple, sont devenues une véritable citadelle dominant toute la région sur des kilomètres. Pour la construction, tout était bon. Le bois des forêts environnantes, les sacs de sable, mais surtout le béton. Des tonnes de béton. Il était acheminé par voie ferrée et l'organisation TOT, celle-là même qui construisait les bases de sous-marins en France et le mur de l'Atlantique, érigeait ici des fortifications conçues pour résister à un impact direct d'obus de 200 mm. Pour le soldat allemand, ce n'était pas juste une position de défense, c'était sa maison. À l'intérieur des bunkers, il y avait des niches pour dormir, des poêles à bois, des systèmes de ventilation. C'était du solide fait pour durer. Il n'avait pas l'intention de partir. Il comptait hiverner ici peu, être pour plusieurs années. Et ce système fonctionnait terriblement bien. Les troupes soviétiques avaient tenté désespérément de briser le blocus l'hiver 40 et le printemps 42. L'opération de Lyuban, l'opération de Signavino. Toutes s'étaient terminées en tragédie. L'infanterie soviétique s'enlisait dans les marais, s'exposait aux feux meurtriers et subissait des pertes effroyables. L'artillerie classique ne parvenait pas à égratigner les dômes de béton et les chars ne pouvaient franchir les champs de mines. Les Allemands en ont tiré une conviction inébranlable, leur défense était absolue. Ils avaient créé le hachoir à viande idéal capable de broyer n'importe quelle force que les Russes lanceraient contre eux. Cette certitude était leur plus grande force, mais comme dans une tragédie grecque, elle allait devenir leur faille fatale l'ubris. Pour saisir l'ampleur du choc à venir, il faut entrer dans la tête du soldat allemand de l'automne 1942. Que pensait-il? En quoi croyait-il? D'abord, il avait une foi aveugle dans la technique allemande et l'ordre allemand, l'Ordnung. Il avait vu son armée à l'œuvre. Le Blitzkrieg en Europe, la déroute des armées françaises en 1940, l'écrasement des armées soviétiques en 1941. Tout cela avait créé une aura d'invincibilité. Il voyait ses chars, ses avions, ses canons. Ils étaient meilleurs, plus efficaces. Et maintenant, il voyait ces fortifications sommet de la pensée technique. Il les comparait aux tranchées russes primitives et ressentait une supériorité technologique presque raciale. Ensuite, il était convaincu de la faiblesse de l'adversaire. Oui, les Russes étaient nombreux. Ils étaient tenaces, capables de mourir en masse. Mais la propagande les dépeignait comme des sous-hommes incapables de tactiques complexes ou de percées technologiques. Pour le soldat allemand, une attaque soviétique, c'était une foule hurlante courant fusil au poing. C'était quelque chose d'élémentaire, de naturel, comme une avalanche ou un incendie de forêt, mais certainement pas une opération militaire savante. Il n'attendait aucune surprise. Il s'attendait à la répétition du même scénario: sanglant attaque, insensée montagne de cadavres, silence. Dans leurs lettres envoyées en Allemagne, les soldats du front de Leningrad décrivaient souvent leur vie comme une routine presque paisible. On est au chaud. Les Russes tirent parfois, mais notre bunker tient bon. Bientôt Noël, j'espère recevoir un colis. Ce n'était pas de la vantardise. C'était un sentiment sincère de sécurité. Ils avaient organisé leur quotidien bain, cinéma, itinérant match de football pendant les accalmies. Le front de Leningrad était devenu une sorte de service de garnison dangereux, certes, mais prévisible. Ils connaissaient chaque mètre de terrain devant eux, avaient prêt, réglé leurs tirs sur chaque ravin, chaque buisson. Ils se sentaient les maîtres du jeu. De plus, ils avaient l'expérience de 1940 et un contre les chars soviétiques. Ils avaient bien sûr été choqués par l'apparition initiale des 34 et des Kaven. Mais en 1942, ils disposaient de nouveaux canons anti-chars, les PK-40 de 75 mm. Ils avaient appris à gérer les chars lourds, embuscades, mines, utilisation des célèbres canons anti-aériens de 88 mm en tir direct. Ils pensaient que le problème des chars lourds russes était résolu. Ils ne les craignaient plus. Voilà donc le tableau: un soldat absolument sûr de la solidité de ses murs, méprisant les capacités de l'ennemi et persuadé d'avoir une réponse à toute menace. Il est assis dans son cocon de béton, attendant une nouvelle attaque russe prévisible et vouée à l'échec. Psychologiquement, il était prêt à tout, sauf à une chose. Il n'était pas prêt à voir son monde, sa forteresse, non pas percée ou prise d'assaut, mais simplement effacée de la surface de la terre par un seul tir. Il n'était pas prêt pour une arme qui ne joue pas selon les règles de la guerre, mais selon celles de la démolition industrielle. Maintenant, changeons de perspective. Plaçons-nous du côté soviétique, dans l'état-major, là où l'atmosphère est lourde. Le commandement des fronts de Leningrad et de Volkhov était dans une situation désespérée. La ville mourait de faim. Toutes les tentatives précédentes pour briser le blocus avaient échoué dans le sang. Staline et la Stavka
exigeait des résultats à tout prix. Les généraux Govorov et Meretskov se cassaient la tête sur le problème insoluble, comment fracturer ce maudit rempart du Nord. Ils savaient parfaitement que lancer l'infanterie sur les mitrailleuses des bunkers était un suicide. Les pertes étaient telles que les renforts suffisaient à peine à combler les trous dans les divisions. La simple supériorité numérique ne suffisait plus. L'artillerie, les soviétiques, avaient beaucoup de canons. Pour la nouvelle opération nommée Iskra Étincelle, ils avaient rassemblé une force de frappe colossale des milliers de tubes. Mais il y avait un hic. Les canons de campagne standard de 66 ou 122 mm ne pouvaient pas détruire de manière fiable les bunkers allemands. Les obus ricochaient ou ne faisaient qu'ébrécher le béton. Il fallait des obusiers de très grande puissance du 152 ou du 203 mm. Mais ils étaient rares, lourds et vulnérables. Pour être précis, ils devaient être amenés près du front, ce qui signifiait une mort certaine sous le feu ennemi. Les chars, les 34, les légers de 60, étaient impuissants contre le béton. Leurs canons étaient faits pour percer du blindage, pas pour démolir des forteresses. Un obus explosif de 76 mm était trop faible contre un mur d'1,50 m. Les chars pouvaient faire taire une mitrailleuse temporairement, mais dès qu'ils passaient le bunker reprenait vie. Il fallait une solution non conventionnelle. Une arme capable de combiner 3 éléments, la puissance dévastatrice d'un obusier lourd pour briser le béton, le blindage d'un char lourd pour résister aux canons anti-chars et la mobilité pour s'approcher à portée de tir direct. Et cette arme, l'Union soviétique l'avait. Elle avait été créée avant la guerre, s'était montrée redoutable mais capricieuse en 1940, et sa production avait été arrêtée. La plupart avaient été perdus dans les encerclements de l'été 41. Mais quelques-uns de ces monstres restaient en réserve ou dans les usines de réparation. C'était le char de rupture lourd KV-2. Pour le commandement soviétique, c'était le seul outil capable de résoudre l'équation impossible. C'était leur joker, leur passe-partout pour le château allemand. Dans le plus grand secret, les KV-2 survivants et réparés ont commencé à converger vers Leningrad. Ils n'étaient pas nombreux, quelques douzaines à peine. Mais chacun d'eux portait dans son énorme tourelle disgracieuse la réponse tant attendue. Une réponse pesant 40 kilos de TNT pur. Pour comprendre pourquoi le KV-2 fut un tel choc pour les Allemands, il faut comprendre ses origines. Ce n'était pas un char conçu pour les batailles de chars classiques. Son histoire commence non pas sur les champs de la Seconde Guerre mondiale, mais dans les forêts enneigées de Carélie pendant la guerre d'hiver contre la Finlande en 1939 à 1940. L'armée rouge s'était heurtée à la ligne Mannerheim, une défense sophistiquée qui, un peu comme une version miniature de la ligne Maginot, stoppait net les troupes soviétiques. Il fallait un tueur de bunkers. Les chars standards étaient inutiles. C'est alors qu'est née l'idée de prendre le châssis du nouveau char lourd KV Kliment Vorochilov et d'y installer un canon capable de pulvériser une fortification d'un seul coup. Le choix s'est porté sur l'obusier MDX de 152 mm modèle 1938. C'était une pièce d'artillerie lourde jamais destinée à être montée dans une tourelle. La tâche était titanesque. Les ingénieurs de l'usine Kirov de Leningrad ont dû concevoir en urgence une nouvelle tourelle pour accueillir ce monstre. Le résultat fut une structure gigantesque, une tour carrée haute anguleuse que les soldats surnommèrent immédiatement le grenier ou la tour de guet. Le char atteignait plus de 3,20 m de haut, une cible parfaite. À l'intérieur, l'équipage s'entassait difficilement. Mais en Carélie, il fit fureur. 1 ou 2 tirs d'obus anti-béton et le bunker finlandais qui résistait depuis des jours n'était plus qu'un tas de gravats fumants. L'effet fut stupéfiant. Le char reçut le nom officiel de KV-2. Les militaires, éblouis par sa puissance de feu, fermèrent les yeux sur ses défauts majeurs, un poids écrasant de 52 tonnes, une transmission fragile héritée du Caven, qui cassait sans cesse une vitesse d'escargot, et une tourelle, impossible à tourner si le char n'était pas parfaitement à plat. Mais en 1940, peu importait. Il remplissait sa mission, c'était un bélier mobile. Et cette qualité précise inutile dans la guerre de mouvement de 1940, et en allait devenir vitale dans la guerre de position statique devant Leningrad en 1943. Regardons sous le blindage de la bête. Son arme, l'obusier de 152 mm. Pour vous donner une idée, les chars modernes actuels utilisent du 120 mm. Ici, nous parlons de 1940. La munition principale était un obus explosif de près de 40 kg.
Imaginez un sac de ciment, mais fait d'acier, et rempli de 6 kg d'explosifs puissants. De quoi raser une petite maison. L'obus anti-béton pesait lui 51 kg. L'impact ne laissait aucune chance à quiconque se trouvant dans un bunker. Même sans percer, l'onde de choc faisait éclater le béton à l'intérieur, transformant l'abri en hachoir. Le revers de la médaille, le chargement était séparé d'abord, l'obus puis la charge propulsive. Un travail de forçat pour les deux chargeurs dans la fumée et le bruit. Cadence de tir, 1 ou 2 coups par minute au mieux. Le blindage 75 mm d'acier partout. En 1941, c'était phénoménal. Les canons antichars allemands standards de 37 mm rebondissaient dessus comme des cailloux. Cela donnait à l'équipage un sentiment d'invulnérabilité enivrante. Cependant, c'était une machine de l'extrême. Puissance de feu et blindage incroyable, mais fiabilité désastreuse. Le conducteur devait parfois utiliser un marteau pour passer les vitesses. C'était un outil brutal, grossier, mais mortel. Et pour la tâche spécifique de Leningrad, il n'y avait pas meilleur outil. Bien que son heure de gloire soit le siège de Leningrad, le KV-2 était déjà une légende sombre pour la Wehrmacht. Juin 1941, Lituanie, bataille de Razenier. L'histoire ressemble à un mythe, mais les archives allemandes la confirment. Un seul KV-2 a bloqué la progression de toute la 6 Panzer-division allemande pendant 24 heures. Il s'est simplement garé à un carrefour. Les canons de 37 mm inutiles. Les canons de 50 mm inefficaces. Les obusiers de 105 mm aucun coup au but. La nuit, les sapeurs allemands ont posé des charges explosives. Ils ont seulement cassé une chenille. Le char était immobile mais toujours vivant. Il a fallu amener un canon anti-aérien de 88 mm pour finalement le détruire après plusieurs tentatives. Ce seul char isolé avait tenu tête à une armée. Les Allemands pensaient que ces monstres avaient disparu, qu'ils appartenaient au passé, aux légendes des premiers jours de l'opération Barbarossa. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils allaient devoir affronter ce cauchemar à nouveau. Mais cette fois, les KV-2 ne viendraient pas seuls. Ils viendraient en meute avec une mission précise: effacer les bunkers. Retour à l'hiver, 42 à 43. Opération Iskra. Le secret était total. Les chars étaient déplacés de nuit, moteurs éteints sur des wagons, ou roulant dans l'obscurité camouflée le jour dans les forêts. Pour les équipages des KV-2, la tension était à son comble. Ils savaient qu'ils étaient des cibles prioritaires. Mais ils savaient aussi qu'ils étaient les ouvre-boîtes. Chaque équipage avait sa cible assignée sur la carte. Ce bunker-là, à l'angle du carrefour, c'est le tien. Ils n'étaient plus seulement des tankistes, ils étaient des démolisseurs de précision. 12 janvier 1943. 9h30 du matin. L'air se déchire. Des milliers de canons soviétiques ouvrent le feu. Pendant plus de 2 heures, c'est l'apocalypse. La terre tremble, le ciel est noir. C'est l'enfer de Verdun répété 25 ans plus tard. Mais les plus gros bunkers allemands tiennent bon, 11h50. L'artillerie allonge le tir. Et là, surgissant de la fumée et de la poussière de neige, ils apparaissent. Lances, inexorables. Les mastodontes, les KV-2. Pour le soldat allemand survivant dans sa tranchée, c'est la stupeur. Il voit ce monstre sortir du brouillard. Le mitrailleur allemand tire, les balles ricochent en gerbes d'étincelles. Un canon anti-char survivant tire. Bang-gun, impact sourd, une étincelle, mais le char continue. Rien ne l'arrête. Le KV-2 second arrête à 150 ou 200 mètres du bunker. Sa tourelle massive pivote avec un grincement métallique terrifiant. Le canon court semblable à une bouche d'égout fixe l'embrasure du bunker. À l'intérieur du bunker, c'est la panique pure. Il voit l'œil noir de la mort, et soudain le volcan entre en éruption. Une boule de feu, un bruit qui déchire les tympans. Le bunker disparaît. Ce n'est pas une image. La structure de béton armé est pulvérisée. Des blocs de plusieurs tonnes volent dans les airs comme des jouets. Ceux qui étaient à l'intérieur sont volatilisés. Il ne reste rien, juste un cratère fumant. L'effet psychologique est dévastateur. Pour le soldat allemand, c'est l'effondrement de son univers. On lui a appris que le béton protège. On lui a dit que les Russes étaient incompétents. Et là, il voit une magie noire technologique qui efface ses abris les plus sûrs. C'est un sentiment d'impuissance absolue. À quoi bon se battre si votre refuge peut être anéanti en une seconde? La panique s'installe. Des garnisons entières de bunkers abandonnent leur poste à la simple vue de la silhouette haute du KV-2. C'était une nouvelle tactique, la terreur par la destruction totale. Les KV-2 travaillaient méthodiquement, pas de précipitation. Avancer, s'arrêter,
Viser, tirer, reculer pour éviter l'artillerie. Répéter, comme des chirurgiens armés de masses de chantier. Ils étaient couverts par l'infanterie et les chars T-34 qui s'occupaient des troupes allemandes à découvert, laissant le KV-2 se concentrer sur son duel avec le béton. Les Allemands ont tout essayé, leurs canons de 37 et 50 mm étaient des jouets inutiles. Les fusils anti-chars ne faisaient que rayer la peinture. L'infanterie ne pouvait pas approcher à cause de la couverture soviétique. Leur seul espoir, le fameux canon de 88 mm de la Luftwaffe. C'était le duel final. D'un côté le char lent mais ultra blindé. De l'autre le canon de 88 puissant mais sans protection pour ses servants. C'était le bon la brute et le truand dans la neige. Si le 88 tirait le premier et touchait le KV-2 était mort. Son blindage ne résistait pas à cette arme à haute vélocité. Mais si le 88 manquait, ou si le KV-2 le voyait, un obus explosif de 40 kg, explosant même à 10 mètres du canon, suffisait à tuer tout l'équipage par l'onde de choc et les éclats. Souvent c'est le char qui gagnait car il avançait sous le couvert de sa propre artillerie. Le 18 janvier 1943, les troupes des deux fronts se rejoignaient. Le blocus était rompu. Un corridor de vie était ouvert pour Leningrad. Le rôle du KV-2 fut crucial. Il a été la clé qui a forcé la serrure blindée. Sans eux, l'assaut se serait probablement brisé, une fois de plus, sur le mur de béton. Certes, les KV-2 ont subi des pertes, pas tant par le feu ennemi que par les pannes. Ils s'enlisaient les moteurs, cassaient, ils tombaient en panne d'essence, ils consommaient des quantités astronomiques. Beaucoup ont été abandonnés après avoir tiré leur coup décisif. Mais le commandement soviétique s'en moquait. C'étaient des outils à usage unique et ils avaient rempli leur contrat. Pour les Allemands, ce fut un électrochoc. Ils comprirent que la défense statique était morte. Ils comprirent qu'ils avaient besoin de leurs propres tueurs de bunkers et de chars lourds. C'est après ces événements que la course aux armements s'est accélérée avec les chars Tigre et Panthère. Le KV-2, sans le vouloir, a forcé l'évolution technologique allemande. Et côté soviétique, on a reconnu que le KV-2 était obsolète en tant que char, trop lent, trop fragile mécaniquement. Mais le concept du gros canon sur chenille était validé. De l'ADN du KV-2 sont nés les SU-52 et ISU-52, des canons automoteurs plus bas, plus fiables, sans tourelles, qui allaient devenir les terreurs des chars Tigre allemands, gagnant le surnom de Zveroboy tueur de Fauve. Le KV-2 Newton n'était pas un bon char selon les standards classiques. C'était une aberration. Mais pour une mission précise, briser un mur impossible, il fut l'outil parfait. Il laisse deux héritages. L'un matériel avec la lignée des canons d'assaut soviétiques qui iront jusqu'à Berlin. L'autre psychologique, il reste le symbole de la force brute inéluctable. L'image de ce géant maladroit à la tête disproportionnée nous rappelle que parfois, face à un problème complexe, la solution la plus efficace n'est pas l'élégance mais 40 kilos d'explosifs livrés directement à la porte de l'ennemi. Il a été le marteau qui a brisé le mur du désespoir autour de Leningrad. Si cette histoire de géant d'acier et de bataille oubliée vous a passionné, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous dire en commentaire quelle autre arme miracle de la Seconde Guerre mondiale mériterait son propre récit. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'histoire.